Tous à cette édition du journal sur Canal Congo Télévision, célébration ce 7 avril 2023 de la Journée internationale de la santé, axée sous le thème « La santé pour tous ». Ainsi, dans son message à ce sujet, le ministre national de la Santé publique, Dr Roger Kamba, a appelé les partenaires, les acteurs publics, privés et confessionnels à une contribution synergique pour la mise en place de la couverture sanitaire universelle afin de garantir les soins de santé de qualité à toute la population, grâce notamment au financement communautaire. Suivez l'extrait de son message choisi par Gisèle Etoko. Mes chers compatriotes, la RDC qui a souscrit au cadre des objectifs de développement durable, les ODD, dont la CSU est la cible 3.8 de l'ODD 3, qui consiste à permettre à tous les humains de vivre en bonne santé et de promouvoir le bien-être pour tous et par tous et à tout âge. Sur le plan national, la CSU est une stratégie et un objectif de la politique publique de la santé à visée multisectorielle, qui est une vision politique chère au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention s'attelle aujourd'hui à sa matérialisation. À cet effet, point n'est besoin de rappeler que le gouvernement de la République, dirigé par son Excellence Sama Lukonde Kyenge Jean-Michel, Premier ministre, chef du gouvernement, a inscrit sa mise en œuvre parmi les axes prioritaires du programme d'action du gouvernement pour la période 2021-2023. C'est dans cette perspective que le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention se déploie avec l'ensemble de toutes les parties prenantes pour rendre disponibles les services de soins de santé de qualité à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Mes chers compatriotes, en RDC, l'indice de couverture en services essentiels est encore en dessous de la moyenne africaine. Le système national de santé est peu résilient face aux chocs socio-économiques et aux nombreuses épidémies que rencontre le pays. Parmi les principaux problèmes qui affaiblissent notre système de santé, il y a ceux liés, premièrement, aux infrastructures et équipements sanitaires qui ne sont plus dans un état répondant aux normes fixées par l'OMS. Deuxièmement, aux ressources humaines à cause du déséquilibre dans l'organisation des filières et de la qualité de formation, dans la répartition équitable entre les milieux ruraux et urbains, ainsi qu'entre les structures sanitaires. Troisièmement, aux médicaments, vaccins et intrants spécifiques. Le médicament, produit fondamental pour des soins de santé de qualité, connaît toujours des problèmes d'approvisionnement, d'accessibilité financière et de disponibilité des services de qualité et d'utilisation rationnelle, affaiblissant ainsi le fonctionnement du système de santé. Quatrièmement, au financement de la santé. Pour accélérer la marche de la RDC vers la couverture santé universelle, les efforts que le gouvernement entreprend actuellement sont focalisés sur la mise en œuvre de la feuille de route nationale et provinciale. C'est le moment et le lieu de réitérer une fois de plus les remerciements du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, à la communauté internationale et à nos partenaires au développement pour leur soutien. À l'Assemblée nationale, la question de la promotion et de la protection des droits de l'homme, le processus électoral en cours, ainsi que l'insécurité à l'est du pays étaient au centre des échanges ce vendredi entre le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso Kodiampouanga, et la délégation de la Commission nationale des droits de l'homme. Suivez. 3 mois de notre existence, nous sommes pratiquement au 4e mois, un trimestre, depuis l'entérinement jusqu'à notre investiture, en passant également par notre prestation de serment ainsi que la reprise. Nous avons souhaité, en tant que plénière de la CNDH, Commission nationale des droits de l'homme, échanger avec les autorités du pays. Aujourd'hui, nous sommes venus voir le président, l'honorable président de l'Assemblée nationale, pour faire un peu le point, échanger et comprendre ce qui se passe dans le pays, et échanger aussi sur la question de protection, promotion et protection des droits de l'homme, avec tout ce que nous avons comme actualité aussi bien au pays, surtout l'actualité du moment, c'est-à-dire le processus électoral, les élections, ainsi que la problématique de l'insécurité qui bat son plein dans certaines entités de notre pays, notamment à l'est du pays, qui subit une
agression barbare du pays, enfin des voisins, dont notamment le Rwanda. Voilà pourquoi cette question de l'Est du pays intéresse la CNDH. Et nous devons essayer de travailler d'arrache-pied pour réaliser un livre rouge qui va essayer de compléter les informations qui sont contenues dans nos rapports, les rapports des Congolais, les rapports des institutions internationales qui pointent du doigt le pays agresseur qui soutient ces supplétifs du M23 et d'autres groupes. Alors pour cela, nous avons échangé avec l'honorable président, sans oublier la question de l'insécurité Kwamut. Enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle de le caucus des députés nationaux de Sankuru plaide pour une prise en charge des non-enrôlés pendant les 2 semaines de traitement des contentieux. C'est le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Didier Manara, qui s'est entretenu avec cette délégation. Autre détail avec Nadine Tchochigombo. Didi Manara Linga, deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, s'est entretenu avec les caucus des députés nationaux de Sankuru sur les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans leur circonscription électorale, arrivée actuellement à la phase des contentieux sur l'ensemble de l'ère opérationnelle 2. Au terme des échanges, les députés Okunji, président du dit caucus, a expliqué la raison de leur visite à la centrale électorale. Les élus nationaux du Sankuru, les députés nationaux, voulais-je dire, sont venus voir la CENI à travers son deuxième vice-président pour un peu échanger avec lui sur les questions qui concernent l'enrôlement dans notre province. Et donc nous sommes venus amener les désidérata du Sankuru en ce qui concerne cette opération d'enrôlement. La CENI a pris bonne note de toutes nos préoccupations et la CENI nous a rassurés qu'elle ne va pas laisser une province derrière ou une province en marge de ces opérations. La CENI est là pour tout le monde. Et donc, ce que nous avions amené comme préoccupation ont été prises en considération par la CENI et dans le jour à venir, la CENI a promis en tout cas de résoudre nos préoccupations et que le dernier communiqué de la CENI ondulant et informe tous les membres des CI, des CENI de s'y en tenir scrupuleusement. En rappel, Sankuru fait partie des 9 provinces qui constituent l'ère opérationnelle 2, notamment le Haut-Katanga, Olomami, Lomami, Lualaba, Kasaï central, Kasaï oriental et le Tanganyika. À cela s'ajoutent les 3 pays. Mbonzi Wambonzi, cadre du mouvement de libération du Congo, MLC, reste confiant à l'Union sacrée pour la nation. Ce dernier estime que la plateforme politique Union sacrée pour la nation va répondre aux attentes des Congolaises et Congolais. Il le dit au micro de Junior Bolafa. La signature de la charte de l'Union sacrée pour la nation comme plateforme politique intervenue le 5 avril 2023 à Pullman, ce sujet est commenté de plusieurs manières par les acteurs politiques congolais. Le cas échéant est celui de Mbonzi Wambonzi, cadre du MLC de Jean-Pierre Bemba, qui estime que cette plateforme politique va répondre aux attentes des Congolaises et Congolais. Il est temps, selon lui, de montrer à la face du monde la force de l'union sacrée à travers des actions concrètes. Or, dans une société moderne, une société civilisée, la tradition orale a été évacuée depuis des temps. Maintenant, nous sommes dans la tradition écrite. Tout ce qui s'est dit autour de l'union sacrée devait trouver un justificatif écrit pour l'histoire et pour les archives. Vraiment, vous donne le profil même de l'esprit qui a habité la création de l'union sacrée. Ça veut dire
c'est collectif, c'est collégial, c'est un acte d'intérêt communautaire. Ce n'est pas une affaire de deux potentats ou un seul qui se met la base, s'érige en roi mage, non. Donc voilà, c'est une affaire de tous. Merci beaucoup. Merci. Rendons dans la province de Sankourou où Jean Katako Tambaché, cadre de MLC Belgique, est arrivé à Lodja en route pour son enrôlement, mais aussi pour redynamiser les activités du MLC dans la province de Sankourou. Regardez. C'est pour son enrôlement, mais aussi pour relancer le parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo dans la province du Sankourou, que Jean Katako Tambaché Minga, cadre de la représentation du MLC Belgique, est arrivé à Lodja en route pour Katako Kombe. À son arrivée, il a été accueilli au pied de l'avion par une foule des militants du MLC venus spécialement des Katako Kombe à sa rencontre. À l'issue de nombreux contacts de Lodja, Kole, Lusambo et Lomela, Jean Katako Minga a pris la direction de la route des Katako Kombe où l'attendaient ses partisans à la frontière séparant cette entité de Lodja. Il a été aussitôt porté en Tipoy, malgré son refus du village Losele jusqu'au village Djeka, où il s'est fait enrôler, accompagné d'une foule immense. Allant de village en village, son cortège constitué de 2 véhicules et une vingtaine de motos a eu de la peine pour atteindre le chef-lieu du territoire natif de Patrice Emery Lumumba, Katako Kombe, en raison de plusieurs rivières dépourvues de ponts. Décidé à relever les défis, Jean Katako Minga a mobilisé à ses frais la population acquise au MLC pour jeter artisanalement et provisoirement un pont à chaque rivière en attendant de réunir les moyens nécessaires dans cette partie du pays sans téléphone ni radio. Parvenu péniblement à Katako Kombe, ce cadre du MLC et sa délégation ont été accueillis comme les libérateurs et conduits jusqu'au siège du parti où les attendait une foule immense, alternant chansons traditionnelles et les slogans du parti. Dans le village Pakpoulou, dans la chefferie de Walese Vankoutou, territoire d'Iromo, dans la province de l'Ituri, le coordonnateur de la Convention pour le respect des droits humains, CRDH, Antenne d'Iromo dénonce l'incursion des rebelles ZADEF la nuit du jeudi à ce vendredi 7 avril 2023. Suivez-le au micro de notre correspondant Joël Kamabou. Ils sont au total 6 civils tués dans une incursion présumée ADF dans le village de Mungamba. C'était vers 0h de ce jeudi 6 avril que ces présumés rebelles ADF ont signé leur incursion dans ce village de Mungamba. C'est toujours dans la chefferie de Walese Fokutu, mais c'est vers les côtés qui mènent vers Mambasa. Donc c'est sur la RN4 Komanda Mambasa. C'est cette incursion qui a ciblé le village de Mungamba a coûté la vie à 6 civils. Parmi ces 6 civils, il y a 5 qui ont été tués par balle parce que l'ennemi a tiré à bout portant sur ses victimes. Et parmi ces victimes, il y a un bébé d'environ 3 ans à 4 ans. Mais aussi, le 6e civil, c'est un aide-chauffeur qui a été tamponné par un véhicule parce que dès qu'il y a eu crépitement de balles, les chauffeurs qui étaient en train de stationner leur véhicule au sein de ces villages ont jugé mieux de voir comment prendre fuite pour épargner les dégâts descendus de ces véhicules. C'est comme ça qu'il y a un aide-chauffeur qui a été tamponné et il est mort sur le champ et c'est ce qui fait un bilan au moins de 6 civils tués. Et l'ennemi a pris la direction de là qu'il est venu, donc du côté nord de ce village de Mungamba, et il a pris la direction vers les forêts de Mukassila. C'est pourquoi nous appelons tout simplement les populations civiles qui sont dans cette forêt-là de voir comment quitter, parce que le côté de Mukassila, la zone Tampo, c'est de là que l'ennemi est en train de circuler, mais aussi notre appel à nos forces armées de la République de voir comment protéger cette population. Parce que nous sommes en train de déplorer, et surtout quand nos forces armées de la République sont en train de jouer à la défensive au lieu de passer juste à l'offensive. Il faudrait aller vers l'ennemi pour les traquer. Et parce que aussi longtemps qu'on va continuer toujours à jouer à la défensive, l'ennemi aura toujours l'occasion de chaque fois tuer les populations.
En société, les habitants du quartier 7 dans la commune de Ndjili se plaignent de l'arrêt des travaux de réhabilitation de l'avenue Luemba. Ces habitants inquiets de la situation actuelle de cette route appellent à la reprise des travaux. C'est un constat établi par Pistis Salalomongo. Nous sommes ici dans la commune d'Ndjili, plus précisément au quartier 7 sur l'avenue Luemba. Cet artère qui a connu un délabrement très avancé s'est vu, sous décision des autorités, être bénéficié d'un début des travaux de sa réhabilitation. Ce qui a suscité de l'espoir sur la population environnante et les usagers de cette route. Mais seulement quelques temps après, c'est un constat amer fait par cette population. L'arrêt des travaux de la dite route. Très inquiète face à cette interruption brusque mais aussi à l'état actuel de la route, la population du quartier 7 appelle les autorités à plus de sérieux, mais aussi à la poursuite des travaux. Est-ce que c'est le faute du gouvernement? C'est le faute de la population? Je crois que c'est un manque de responsabilité. C'est une manque de responsabilité. D'abord, le gouvernement qui ne fait pas le suivi des travaux. Parce que cette route a été réalisée il n'y a pas très longtemps. Ce travaux était bien fait. Mais ça peut fuir. Est-ce que la population garde fait le suivi de ces travaux? Parce que vous voyez même dans les ici. C'est presque clair. Qui doit les diriger? Que fait la police? Zela banda babuka biso kokoma koteka kaka libanda boye soki toza na parasoleil na tie parasoleil nanga na vani nazoteka soki esi ozi biloko nanga nakotisi na lopango oyo nakotisi. Siko mpona nzela obi nini gouvernement? Nzela vraiment surtout omoni neti place oyo neti awa oyo place wana soki mbula emeki kobeta ata moke ezotonda na façon moko ya mabe etonda penda vraiment okomona mutuka ekoti edini nango mpo na nzela vraiment du moins soki bakaniseli biso na nzela tala commune eza mosika te commune yango wana na soki 30 mètres commune eza wana me barezonaka nzela. Le ministre des Sports et Loisirs, Claude Kaboulo-Mona Kaboulo, et son collègue des Finances ont eu à visiter plusieurs chantiers au complexe Omnisport des Martyrs pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation dans le cadre des préparatifs des 9e Jeux de la francophonie. Suivez. Le souci de vite redorer l'image des infrastructures sportives du pays s'avère prioritaire du gouvernement congolais. Pour preuve, la présence de Nicolas Kazadi, ministre national des Finances, aux côtés de François-Claude Kaboulo-Mona Kaboulo, ministre des Sports et Loisirs, au site du stade des Martyrs, où les deux autorités ont à leur tour palpé du doigt l'évolution des travaux de rénovation du stade des Martyrs et la construction des différents bâtiments sportifs devant abriter les 9e Jeux de la francophonie, Kinshasa 2022. Première étape de ce long périple, différents départements du stade en pleine rénovation, entre autres la tribune de presse moderne, la salle de conférence de presse et le centre des médias, les différents vestiaires, dont l'exécution des travaux atteint une vitesse de croisière. Ensuite viendra le tour de l'enceinte Omnisport devant abriter les épreuves de volley-ball, le basketball et les arts martiaux. Un bâtiment gigantesque qui fera sans doute le bonheur de plusieurs disciplines, jusque-là en manque d'infrastructures pour la bonne pratique du sport. Le ministre des Sports et celui des Finances ont également été dirigés à voir de leurs propres yeux comment le stadium de basketball, jadis non couvert, désormais requinqué et doté d'une couverture médiatique et dont la capacité d'accueil est revue à la hausse. Comme il l'avait annoncé lors de son entrée en fonction, sa ferme volonté à redorer l'image de l'administration sportive, François-Claude Kaboulo-Mona Kaboulo, avec son collègue des Finances, ont été conduits par le maître ouvrier au bâtiment du secrétariat général des sports qui a subi une transformation fulgurante et s'est désormais débarrassé de son état de délabrement. Vous avez récemment effectué un paiement pour ça. Il y a le navire qui va arriver le 9 avril qui comprend les 7 autres bâtiments qui restent. Le solde. Voilà.
Le navire sera à Matadi le 9 avril. Jadis éternisé, cette randonnée s'est poursuivie à l'endroit où sera érigée l'aréna sportive, une des récentes promesses du chef de l'État au mouvement sportif congolais. La présence du patron des finances à cette visite d'inspection d'évolution des travaux de réhabilitation, construction et modernisation des infrastructures sportives du pays est vue comme une lampe témoin de la bonne foi et détermination du gouvernement à mettre à la disposition du nouveau patron des sports et loisirs les moyens conséquents pour la bonne exécution de sa politique. Fin de cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. Merci à vous tous de l'avoir suivi.